Chers amis, je vous propose que sans plus tarder, nous accueillions notre invité politique cette semaine. Il s'agit de la députée insoumise Clémence Guettet. Bonsoir Clémence Guettet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Backseat. Merci à vous. Je le disais, ouais, c'est une première ? Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. On a fait des Twitch avec Jean-Luc pendant la présidentielle, mais je suis jamais venue ici. Dans cette émission, c'est vrai. Clémence Guettet, députée du Val-de-Marne, vous êtes vice-présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale et vous étiez la coordinatrice du programme L'Avenir en commun en 2022 dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes l'éminence grise de Jean-Luc Mélenchon ? Oula, c'est beaucoup dire, ça met la pression pour la suite. Non, j'ai participé, j'étais pas toute seule à la coordination du programme. On a essayé de faire ça sur le temps long, de manière collective, donc ce serait beaucoup de choses de m'attribuer tous ces honneurs. Je suis assez contente de ce qu'on a réussi à faire quand même, mais voilà. Il va pas encore tweeter Clémence est prête. Pas encore, en effet. Pas encore. Là, il a la main sur son portable, il peut tweeter à n'importe quel moment. N'hésitez pas à parler bien dans votre micro. Je le disais, vous êtes vice-présidente d'un groupe de députés à l'Assemblée nationale, un groupe de députés qui a un député de plus depuis une semaine. Un député du Nord, en l'occurrence, il s'agit de Adrien Quatennens, qui a fait son retour parmi les membres du groupe Insoumis. Une réintégration qui a fait grincer énormément de dents à gauche. Est-ce que vous comprenez l'émotion que ça suscite, la réintégration d'Adrien Quatennens ? Évidemment, ça fait depuis le mois de septembre qu'on essaye avec ce sujet de trouver des solutions, d'échanger entre nous avec des positions, ça vous aura pas échappé, dans le mouvement, parmi les gens qui nous suivent depuis très longtemps, mais aussi au sein même du groupe parlementaire, des positions qui sont parfois diamétralement opposées, entre des gens qui disent pas de sanctions du tout, voire qui relativisent une question qui est quand même absolument majeure, qui est celle des violences conjugales, et des gens qui disent démission, etc. Je vous donnerai certainement pas de nom. C'est l'avantage d'avoir des... Oui, vous pouvez essayer. Mais... non, j'estime que c'est un sujet extrêmement sensible, qui a été très douloureux en fait à traiter entre nous, qu'on a réussi à mettre des cadres, que ce qui s'est passé au mois de septembre a montré qu'on n'était pas prêt à se trouver confronté à une telle situation, et que si ça devait réarriver, et en vrai, on vit dans une société patriarcale, les violences conjugales sont systémiques, ça peut réarriver, que ce soit chez nous, au sein de la NUPES, plus largement, et j'espère qu'on sera mieux outillés, voilà, parce qu'on a pris du temps pour réfléchir. Et comment cette décision, en l'occurrence, elle a été prise ? Parce qu'on avait vu quand même que Jean-Luc Mélenchon avait un rapport très, très personnel à cette question. Le cas d'Adrien Quatennens, ça le touchait personnellement. Il était... voilà, est-ce qu'il y a eu des pressions de la part de Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce que ça a été géré au sein du groupe autour d'une discussion ? Comment ça s'est passé, cette prise de décision ? Ça s'est passé... Bon, il y a plusieurs cadres. Les faits, on les a appris au mois de septembre. Adrien Quatennens était quand même le numéro 1 de notre parti, le coordinateur du mouvement de la France Insoumise. Immédiatement, il l'a plus été. C'était une première sanction politique. Et ensuite, ça s'est passé dans le cadre du groupe parlementaire, puisqu'il en était membre, qu'on a décidé de l'exclure du groupe pendant 4 mois, d'assortir ça à la réalisation d'un stage. J'ai vu la chronique juste avant. C'est pas comme un stage pour le permis à points. C'est des stages qui sont utiles si on considère qu'il peut y avoir des auteurs de violences partout dans la société, que ça peut être nos potes, nos frères, nos camarades, et qu'il faut prendre ce sujet au sérieux avec ce qu'il est aujourd'hui dans l'état de la société. Donc on avait mis des conditions et on a discuté ensuite au sein du groupe parlementaire, et ça vous aura pas échappé, Jean-Luc Mélenchon n'en est pas membre. Donc voilà, ça s'est passé dans ce cadre-là. Il a une influence quand même, il faut lui reconnaître ça. Et il a une influence parce qu'il a une parole publique, parce qu'il l'a exprimé, mais ensuite, dans les réunions où on a eu ces échanges et où on a même voté, puisque c'est de notoriété publique, tout l'est désormais, la façon dont on a procédé, il n'était pas là. Voilà. Et je peux dire que la parole était libre, que les différentes positions ont pu s'exprimer, et que ce à quoi on est arrivé, c'est pas un consensus mou du plus petit dénominateur, etc., que ça a permis de donner des arguments, et c'est pour ça que j'ose dire que la prochaine fois, si ça devait réarriver, que ce soit sur ce sujet ou un autre qui nous poserait d'autres types de questions, on serait davantage prêts à délibérer collectivement. C'est plus démocratique que ce qu'on dit. Oui, je crois. Je crois que chacun a pu donner son avis, et je crois qu'on nous fait souvent le reproche à la France Insoumise de ne pas savoir échanger, prendre des décisions collectives. En l'occurrence, ça a vraiment été le cas.
Et on s'y est appliqué, alors même que c'était douloureux pour plein de questions, parce que pour certains, certaines, l'engagement féministe, c'est l'engagement qui est notre engagement de départ, parfois, qui nous amène à la chose politique, et que quand vous devez ensuite gérer ça très concrètement, que vous devez réfléchir à une gradation de sanctions, à d'autres choses qui pourraient arriver, ça devient beaucoup moins abstrait et beaucoup plus concret. Voilà. Et on a essayé de faire ça en respectant les points de vue des uns et des autres, et ensuite on a voté. Voilà. L'engagement féministe est au cœur, vous l'avez dit, de l'engagement de beaucoup de personnes à gauche, depuis le mouvement MeToo, même avant en réalité, mais depuis le mouvement MeToo, ça a été encore augmenté. On se souvient de la bataille que menait la France Insoumise contre Gérald Darmanin au gouvernement, contre les violences sexuelles et sexistes. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette affaire Quatennens, qui continue d'exister malgré tout, entaille votre rapport avec le mouvement féministe? C'est une crainte que vous avez, ou vous pensez que ça va finir par se régler, ça? Évidemment, ça peut que nous interroger quand on est très préoccupé par ces questions. Enfin, moi, en plus, j'ai un parcours personnel vis-à-vis de ça. J'ai travaillé dans une fédération d'associations qui travaillait sur les violences conjugales, qui fédérait des assos qui, à la fois, dénonçaient le manque d'hébergement d'urgence pour les femmes. Parce qu'en vrai, c'est ça le plus gros scandale. C'est que les femmes qui arrivent à partir, elles sont en plus pas accueillies, mises en danger, des difficultés à porter plainte. Mais aussi des associations qui disaient faut aussi discuter avec les auteurs. Il faut aussi faire des choses avec les auteurs de violences conjugales. Et après, on décide de pouvoir leur redonner une place dans la société, de pouvoir faire évoluer ça. Et donc c'est une question qui vient nécessairement heurter l'engagement féministe, la façon dont on conçoit, y compris le rôle des élus, ce qui peut nous être autorisé ou non dans nos parcours respectifs. Donc oui, évidemment, ça pose question. Après, je crois que on démontre politiquement la sincérité de cet engagement-là, y compris parce que on réclame des milliards pour les associations qui le demandent, qu'on voudrait un budget. C'est une question extrêmement complexe, mais j'espère en tout cas que notre sérieux là-dessus n'est pas remis en question. Voilà. Et que toutes les organisations qui sont confrontées à des questions comme ça prendront au sérieux, quand ça arrivera, de la façon dont on l'a fait. Parce que j'accepte honnêtement les critiques, les remises en cause du mouvement féministe qui remettent en question votre sérieux sur cette affaire. Et ça, je le prends au sérieux et je le conteste pas du tout. Et y compris des camarades dans la NUPES qui ont fait des remarques depuis une semaine ou depuis même plusieurs mois, et je prends en compte leurs remarques. Je suis d'accord pour discuter de ça, y compris au sein de la NUPES, parce que je crois que c'est un problème qui peut nous concerner toutes et tous. Par contre, quand c'est Aurore Bergé ou la minorité présidentielle, franchement, je mets ça à distance, quoi. Voilà, ils ont toujours M. Abad dans leur rang, M. Darmanin au gouvernement. Il y avait M. Simian qui était là tout le temps aussi. Et je veux dire, et vous avez gardé Quatennens, donc vous êtes plus légitime à avoir ce discours, en fait. Bah si, parce qu'en fait, parce que eux n'ont eu aucun mot. Pourquoi plus vous que Renaissance? Parce que Aurore Bergé, elle fait une question au gouvernement sur Adrien Quatennens. Elle n'a pas un mot pour les gens qui sont dans sa majorité. Elle est présidente de groupe. Il n'y a pas eu condamnation à Renaissance. D'accord, mais ça pose quand même question. Il y a des témoignages. Ça pose quand même question. Peut-être pas vous, mais moi, ça me pose question. Mais bien sûr, mais c'est 2 poids 2 mesures pour le coup là. Il n'y a pas eu condamnation. C'est deux questions différentes. En effet, on peut aussi considérer que quelqu'un qui a été condamné dans une procédure particulière parce qu'il a reconnu les faits, ce qui est quand même aussi inédit. Pardon ? Bravo à lui d'avoir reconnu les faits. Oui, bravo à lui. Quand même, bien sûr que si. Arrêtez. Il y a 30 ans, vous pensez que les hommes politiques, ils auraient reconnu les faits, même à gauche ? Moi, je crois pas. Mais peu importe, c'est pas la question. Si, bien sûr que si. Je pense que ça veut dire qu'il y a une réalisation de ce que sont les violences conjugales et une admission des faits qui, oui, est un fait différent. Ça me paraît certain. En tout cas, vous l'avez dit vous-même, ça ne semble pas régler tout à fait et définitivement la manière de gérer ce type de cas qui ont de fortes chances, vous l'avez dit et vous avez raison sans doute, d'arriver à nouveau dans notre champ politique. Il faudra continuer à travailler. Et justement, là c'est le groupe parlementaire qui a tranché, pourquoi pas. On en est où de comment s'organise la cellule? On voit qu'il y a eu des problèmes aussi à Europe Écologie Les Verts avec la cellule VSS et le Cabaillou. Comment vous vous organisez-vous? J'imagine que vous en parlez à l'intérieur de la NUPES.
Où on en est, la cellule, c'est quoi la structure qui doit gérer les prochains cas actuellement à la France Insoumise? Chez nous, il y a une cellule de lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui essaye d'instruire les dossiers qui nous sont fournis. Souvent, c'est des signalements. Parfois, c'est des signalements directs. Parfois, c'est des signalements indirects pour des faits qui sont différents dans leur gravité et voilà, dans leur nature, qui donc instruit ces faits et qui ensuite peut transmettre à la cellule qui, elle, produit les sanctions. C'est la commission. Qui n'est pas la même, du non, coup qui n'est pas la même. C'est important que ce ne soit pas la même pour nous. Et il n'y a pas d'ailleurs transmission systématique en fonction des cas, voilà, de ce qui est montré par les auditions des personnes, etc. Chez nous, ça s'organise comme ça. Chez les Verts, c'est un peu différent. Dans les autres parties de la NUPES, d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment ça s'organise. Il y a eu des propositions de pouvoir avoir ces discussions dans le cadre de la NUPES. Et ça ne me paraîtrait pas aberrant. Enfin, ça me paraîtrait même plutôt une bonne idée. Ça pourrait même la renforcer, cette NUPES. Que tout le monde signe un peu une charte ou je sais pas quoi pour dire on se soumet à cette autorité-là ou cette... Oui, et puis y compris qu'on soit tous tenus par les mêmes choses. Enfin, on a quand même été élus sur un programme qui était identique, y compris sur ces engagements féministes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et donc, pourquoi pas avoir cette discussion en commun, y compris parce que toute la réflexion sur la gradation des sanctions, elle est difficile à avoir, en fait, quand on s'y colle vraiment sérieusement. Donc, en effet, je pense que ce serait un bon cadre. Ouais. On en a longuement parlé au début de cette émission. Aujourd'hui, c'est encore une journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, alors que nous sommes tous pendus à la décision du Conseil constitutionnel qui sera rendue demain, vendredi, en fin de journée, je crois. Vous y croyez encore, Clémence Guettet, au recul du gouvernement sur ce dossier ? Oui. En fait, j'ai le sentiment que là, le pays est ingouvernable. Macron nous fait une tournée internationale au moment où le pays est le plus en ébullition et où, je veux dire, il est quand même président de la République, il devrait être là. Il aurait dû parler aux syndicats il y a des mois de ça. Il a refusé de le faire avec l'arrogance qu'on lui connaît habituellement. Désormais, il dit « bon, on va régler ça au Conseil constitutionnel et puis je vous verrai après ». La réponse de Sophie Binet à cet égard était relativement claire. Sophie Binet, la nouvelle patronne de la CGT, enfin nouvelle présidente, pardon, ou secrétaire générale, je ne sais plus. Secrétaire générale de la CGT qui a dit soit l'ordre du jour, c'est le retrait de la réforme, soit on ne viendra pas pour discuter. Elle a dit lol. Elle a dit lol, tout à fait. Et elle avait bien raison, mais parce qu'on a le sentiment qu'ils se moquent du monde, qu'ils se barricadent, les ministres ne peuvent plus faire de déplacements, les parlementaires sont cloîtrés et ne veulent pas non plus faire de déplacements. Donc je ne vois pas comment ce pays est gouvernable avec un tel niveau de tension. Ça répond pas tout à fait à ma question sur est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un scénario dans lequel le président de la République ou Elisabeth Borne là prend la parole d'ici quelques jours ou quelques semaines pour dire bon, on fait pause, on retire. C'est une vraie question, j'en sais rien. Je comprends l'honnêteté intellectuelle de la question, mais je pense qu'il l'a fait pour d'autres sujets. Enfin, je veux dire, sur les Gilets jaunes, il y a un moment donné où ils ont gagné des choses. Au tout début, oui. Voilà. Et que si jamais on arrive à une situation de blocage, moi je crois beaucoup au blocage économique à ce stade. Hein. Là, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on l'a fait. Moi, je le revendique. Je pense qu'on a fait notre boulot. Mais je pense que là, le blocage économique, raffinerie, déchets ou d'autres secteurs un peu stratégiques, ça peut quand même les ramener à la raison. En tout cas, c'est une nécessité. C'est pour ça aussi qu'on fait une caisse de grève, qu'on essaye de soutenir tous ces mouvements-là. Pour l'instant, l'effet concret sur l'économie est assez faible. Pour l'instant, oui. Vraiment assez résiduel, au point que Macron puisse dire non, pour moi, il n'y a pas de pays à l'arrêt. Il a dit ça depuis la Chine, d'ailleurs. Ouais. Il a dit non, le pays n'est pas à l'arrêt. Quelle pourrait être la stratégie gagnante ? Parce que là, tout le monde cherche ça, même les syndicats, parce que les journées d'action ponctuelles, pour l'instant, en tout cas, n'ont pas un impact très fort sur l'économie. Voilà, oui, ça c'est sûr. Après, ça c'est l'intersyndical au niveau national. En fait, les syndicats au sein des entreprises, pour beaucoup d'entre elles, c'est pas des journées ponctuelles qu'elles enchaînent depuis plusieurs mois maintenant. C'est tous les jours. Dans certains secteurs, c'est quand même parfois entièrement bloqué. Donc ça veut dire des gens qui n'ont pas de salaire depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et des situations financières qui sont extrêmement compliqué. Donc il y a ça qui pèse dans la balance. Donc je pense que l'accompagnement, le soutien aux grévistes, c'est ce qu'il faut faire de plus rationnel maintenant. Et après, l'intersyndicale, autant on aime être maître de la stratégie parlementaire après un échange avec eux, autant je pense qu'ils savent ce qu'ils doivent faire. Voilà. Là, je crois qu'il y a un prochain rendez-vous qui s'annonce fort. C'était une question piège pour voir si vous allez donner votre stratégie au syndicat. Non, mais il y a un rendez-vous le 1er mai. Et puis après, eux-mêmes... je trouve, sont pas du tout faibles dans la réponse qui est faite au gouvernement. Voilà, en tout cas, Sophie Binet, ses dernières déclarations,
elle y va franchement sur le fait que c'est ça qu'ils attendent. On va en parler justement. Donc la stratégie va sans doute évoluer. Après, bon, il y a cette étape de demain au Conseil constitutionnel. On peut ne pas juste remettre notre sort, même s'ils sont sages, aux gens du Conseil Est-ce qu'il faut constitutionnel. bloquer le Conseil constitutionnel? Je suis J'ai vu que vous n'étiez pas pas très chaud pour cette option stratégique-là. Je pense que... Alors, vous avez saisi le Conseil constitutionnel avec 60 de vos collègues Exactement. et vous concluez votre courrier par « Veuillez croire l'expression de notre très haute considération ». tout à fait. Il y a des militants qui bloquent. Et donc, moi, je ne suis pas allée bloquer le Conseil constitutionnel. Je sais Vous que... condamnez Je les sais... violences. Ah, pas ici, hein. Pas ici. Condamner les poubelles. Non, mais voilà, bon, demain, on attend cette censure. Elle sera peut-être partielle, elle sera peut-être totale. Il y a des constitutionnalistes, quand même, parmi les plus éminents de ce pays, qui ont dit qu'il y aurait des motifs à censurer cette loi, tout ou partie. Donc, on peut avoir un espoir de ce point de vue-là. Il n'empêche qu'elle soit censurée ou non. Il y a une seconde étape, c'est la promulgation. Ouais. Il peut revenir devant le Parlement, entre-temps, pour faire voter, enfin. Ce serait pas de refus de voter. Il a le pouvoir de demander une nouvelle délibération, j'avais oublié ça. C'est l'article 10. On ne sait jamais, hein, Monsieur le Président, l'article 10, regardez bien dans le texte, c'est écrit. Il n'a pas vraiment voulu qu'on vote initialement, donc je ne sais pas s'il voudrait une seconde fois, mais c'est une possibilité. Et puis après, il y a la grève, et puis il y a le RIP. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus désarmé totalement. Donc je veux pas croire à la sinistro sur ce sujet. C'est le conflit, la mobilisation sociale, franchement, qui est majeur, quoi. Parce que c'est le début du détricotage de toute la protection sociale. Ils se sont déjà attaqués à l'assurance chômage. Maintenant, c'est les retraites. Ensuite, ce sera le reste. Donc, c'est vraiment... on essaye d'y mettre notre force et notre énergie parce que je crois que c'est majeur, ce sujet-là. Et que ça augure ensuite pour le reste, pour la gauche, pour notre camp populaire au sens très large, un état d'esprit et qu'il faut y aller, quoi. On va parler de ça justement sur l'avenir du coup pour la gauche. Sacha. On se disait tout à l'heure en début d'émission, que la gauche avait du mal à se saisir, entre guillemets, de cette crise sociale, cette crise démocratique, et c'est le RN qui en profitait dans les sondages. En tout cas, comment vous l'analysez? Est-ce que vous avez des pistes d'explication? Qu'est-ce qui en ressort pour vous? Alors, je pense pas qu'on ait été perçu comme absent dans ce conflit-là, en tout cas sur les retraites. Je pense que ce soit la France Insoumise ou la NUPES en général, on a quand même été bien identifiés comme des opposants principaux, les opposants principaux à cette réforme. Il y a quelque chose que j'explique pas vraiment. J'ai vu cette étude qui a été réalisée sur donc cette rançon électorale du Rassemblement national qui est quand même le grand absent du paysage en réalité dans le débat, bénéficiaire, semble-t-il. Que j'explique partiellement par quand même une surestimation du RN dans les sondages tout le temps. Ça, j'ai déjà vu. Je veux dire, Antoine, à toutes les présidentielles. Non, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais je veux dire, nous, les sondages, on les analyse. Marine Le Pen est quand même toujours mis 5, voire 10 points au-dessus de ce qu'elle réalise in fine. Donc, pour l'instant, on est relativement loin d'une élection présidentielle. Voilà. Et donc, le RN est souvent surestimé. Et puis ensuite, il y a le fait que notre électorat, à nous, bien souvent, fait partie des gens qui sont invisibilisés dans ces sondages parce qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter. Et notamment, beaucoup d'abstentionnistes, oui. Et notamment parce que c'est des gens qui se décident au dernier moment et qui ne sont pas comptabilisés. Alors peut-être que ça vous fait rigoler, mais honnêtement, si j'étais là pour défendre les sondages sur ce plateau, leur véracité et ce qui se passe pour le Rassemblement national, je ne serais pas non plus super à l'aise. Voilà. Antoine Bristiel, dis donc, tiens, il est là. J'ai du boulot ce soir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Non, mais je suis d'accord en partie avec ce que vous dites sur le fait que souvent dans les enquêtes d'opinion, il peut y avoir une certaine surestimation du RN par rapport au résultat final, mais qui n'est pas seulement liée à la méthodologie, ce qui est lié aussi au fait qu'ils sont absolument catastrophiques dans une campagne électorale, alors que la France Insoumise est plutôt extrêmement bonne dans une campagne électorale. Oui, il y a la dynamique après. Et puis, il y a clairement cette dynamique qui rentre en ligne de compte. Par contre, c'était pas vraiment sur l'aspect intention de vote que je voulais vous poser une question, parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de campagne, c'est difficile de faire un sondage sur une campagne qui n'existe pas, en particulier sur une présidentielle qui est dans 4 ans. Néanmoins, on voit qu'il y a des études qui ont été faites sur l'attitude des différents groupes, des différents partis au moment de cette réforme des retraites. Et le parti qui semblait le plus négativement jugé par les Français dans cette séquence-là, comme ayant eu l'attitude la moins responsable,
c'était la France insoumise. Du coup, ma question étant, est-ce que vous pensez que vous ne croyez pas à ce type d'enquête-là, ou est-ce que vous pensez plutôt que c'est une réalité, mais qui a aussi été liée au traitement médiatique dont a souffert la France insoumise pendant cette séquence-là, en étant qualifié comme le parti le plus irresponsable et également... Et qui s'habille mal. Et qui s'habille mal, ou est-ce qu'il y a Important. effectivement une question de plus de fond qui voudrait dire que c'est pas forcément sur le fond que vous êtes en décalage par rapport au pays, et on voyait bien que... Bien dans le micro. Pardon, en plus je pars en Décale tunnel, dessus, là c'est terrible. Bref, que c'était pas sur le fond, mais sur la forme, dans la forme d'opposition qui peut justement poser une certaine problématique, où la stratégie du bruit et la fureur qui était théorisée il y a encore quelques années ne serait plus finalement en adéquation avec une demande de parlementarisme et de concession dans... Tu nous fais la version courte du coup, est-ce que Ça fait beaucoup de questions dans une même question. Est-ce que Il faudrait pas se calmer un peu, c'est ça. Comment Il dit, il faudrait pas se calmer un peu. Là. Parce qu'après, il y a tous les éditorialistes qui disent ils font n'importe quoi, et en fait, finalement, ce bruit finit par se retrouver dans le sondage. En fait, il y a aussi les Français, il y a aussi de l'opinion publique, y compris une partie de la gauche, qui regarde et qui, c'est vrai. Le public n'existe pas, Jean. De quoi? L'opinion publique n'existe pas. C'est quand ça t'arrange. Hein. Non, c'est Bourdieu, un classique. Attends, c'est quand même pas une nouveauté que la perception de la France insoumise et sa stratégie par une bonne partie de l'opinion publique, chroniqueur télé ou pas, et c'est vrai, plutôt négative. Non, je sais pas, on se plante non, ça fait longtemps qu'on nous dit ça dans les médias, qu'on est interrogé là-dessus, et on a fait 22% à l'élection présidentielle, et on a fait 26% avec la NUPES après. Mais vous remarquez quand même, à chaque fois, vous regagnez pendant la présidentielle, parce que Jean-Luc Mélenchon a une excellente stratégie, notamment sur son image. Il est très maître de lui, il est très calme, il fait d'excellentes campagnes présidentielles. Non, mais il fait des médias où, je suis désolée, le bruit et la fureur, c'est là quand même, pendant la présidentielle. C'est pas, non, ça devient pas... Oh, quand même, au contraire, il prend tout au second degré. Je le trouve très habile pendant la oui, d'accord, campagne. Mais à chaque fois, entre deux campagnes, la vache, ça s'effondre, ça redevient hyper violent. Je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Enfin, après, sur la perception du Rassemblement national, c'est les grands absents du débat parlementaire, par exemple. Donc, moi, j'y suis beaucoup, donc j'ai sans doute un prisme, etc. Mais il est clair qu'ils avaient fait 100 amendements sur la réforme des retraites, que c'est les accompagnateurs du macronisme triomphant, et ils sont jamais là. Ils sont pas beaucoup mouillés. Voilà, ils récoltent à pas cher, effectivement, beaucoup de soutien. Et y compris Marine Le Pen est très absente dans les débats parlementaires. Je sais pas si elle fait beaucoup de médias, j'observe pas ça assez finement, mais je sais pas. Il y a peut-être ça aussi. Et puis après, je crois vraiment que notre électorat, notamment populaire, n'est pas accroché là en ce moment, on est dans l'inflation, on est dans la galère quotidienne. Je pense qu'il y a cette difficulté qui éloigne aussi peut-être l'observation de ce qu'on fait politiquement. Et puis après, sur ce que vous avez dit, sur qui décroche de nous, etc., je ne sais pas si c'est une observation que vous faites dans la population en général, dans l'électorat de gauche. Moi, je n'ai pas regardé finement le sondage, donc j'aurais une difficulté à vous dire quelque chose de très intelligent sur un sondage que je n'ai pas regardé en détail. Quoi. En tout cas, il y en a un qui va vous faire plaisir de sondage, c'est que quand tu disais, Jean, qu'il y a un décrochage pendant les périodes qui ne sont pas présidentielles, là, il y a un décrochage qui est quand même beaucoup moins important. Il y a un socle qui s'est construit quand même au moment des élections législatives et qui perdure. C'est-à-dire que le niveau reste le même. Par contre, effectivement, on observe une progression du Rassemblement national. C'est un socle LFI ou un socle NUPES? Non, c'est ça, c'est ce que tu expliques aussi. C'est un socle EELV et PS mais pas au détriment de... Mais pas totalement, parce que dans les enquêtes d'opinion qui sont... Là, on va vraiment... Dans les enquêtes d'opinion sur la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon baisse, mais baisse beaucoup moins que ce que l'on observait dans les précédentes entre-campagnes. Voilà. Sacha, tu avais une question? Oui, on en est où de l'acte 2 de la NUPES? Et est-ce que vous pensez que ça va vous permettre d'avoir une liste commune aux européennes, du coup? Alors, j'espère, sur la seconde question. L'acte 2 de la NUPES, ça a été dit, c'est toutes les semaines l'acte 2 de la NUPES. Alors Manon Aubry, sur ce plateau-là, d'ailleurs, qui nous a dit qu'elle y était favorable. Oui. Et alors maintenant, c'est comme tout sujet, ça devient un peu concret. Il faut se mettre d'accord entre nous sur ce que ça veut dire. Je pense que ça ne veut pas dire la même chose quand Manon Aubry le dit ici ou quand Fabien Roussel s'interroge. Donc forcément, on ne met pas tous la même réalité derrière ça. Ce que je peux vous dire, c'est que en intergroupe NUPES à l'Assemblée nationale, on s'est réunis en plénière, ce qui arrive très très rarement depuis le début du mandat. On s'est réunis justement sur la base de ce constat-là, que les uns les autres faisaient ce type de déclaration, et on s'est dit qu'est-ce qu'on met derrière.
Il peut y avoir plein de réponses à ça qu'on n'a pas tranché maintenant. Vous n'avez pas tranché, ok. Mais par exemple, quand Marie-Georges Buffet dit des comités locaux de la NUPES, moi je trouve que la structuration dans le pays, ce serait une bonne chose, parce qu'en réalité, quand on a fait en 13 jours ce fameux accord électoral sur la base d'un parti qu'on a négocié là aussi jour et nuit, c'est une chose, partir ensemble aux législatives. Ensuite, le faire vivre dans votre ville, où, en fait, aux dernières échéances électorales, il n'y avait pas la NUPES au niveau municipal, donc vous n'êtes pas dans la même configuration. Les militants sont demandeurs. Voilà, et ça a une déjà réalité. le cas à l'époque du Front de gauche, où il y avait beaucoup de gens qui demandaient à adhérer directement au Front de gauche, plutôt que d'aller au PG, au PCF ou dans une autre organe du Front de gauche. Et là, il y a une demande aussi, et si on pouvait adhérer à la NUPES. Mais en effet, du coup, on fait quoi? Avec qui? Dans quel groupe? C'est quoi la NUPES? Quelle structure? C'est ça. Et là se pose du coup le fait que c'est une alliance qui est jeune et qui, localement, n'a pas de réalité partout, voilà, selon les configurations. Et donc ça crée quelque chose qui peut être parfois perçu comme un peu incantatoire par celles et ceux qui font le militantisme au quotidien. Donc moi, je pense qu'on a à bosser sur cet aspect-là des choses. Et puis après, on a encore à travailler sur le plan des idées, parce que je viens à votre question sur les européennes, du coup. On a eu des fins de recevoir plus ou moins tranché sur cette question. Moi, je perds pas espoir. Je vais le dire pour ceux qui n'ont pas la ref, les écologistes ont fait savoir ils ont fait savoir de manière assez brutale, assez vénère, que non, ils voulaient pas faire de liste commune avec les Insoumis à ce stade. Mais ces derniers temps, ça a un peu changé quand même. Oui, alors voilà. justement, expliquez-nous. Comment ça va avec les écolos? Non, mais ça va très bien. En plus, on était ensemble hier soir avec Marine Tondelier à la soirée de soutien au soulèvement de la Terre. Voilà, je fais de la pub parce qu'il y a en ce moment quand même une menace de dissolution qui plane sur eux. En réalité, ça va très bien. On se parle les uns les autres. Juste sur ce sujet des européennes, il y a aussi des calendriers. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arrivée de Marine Tondelier à la tête des Verts. Il y a eu un congrès PS et il y a eu un congrès PCF. Vous retracez la chronologie de ces derniers mois. Non, tout à fait. Mais ça s'est passé comme ça. Donc il y a aussi des affirmations un peu d'organisations un peu identitaires qui sont des passages obligés quand on sait comment fonctionne la vie politique. Voilà. Bon, maintenant, on sort de cette période-là. Et moi, je crois qu'il faut se mettre autour d'une table sur les européennes pour se dire on a réussi à se mettre d'accord sur le mot désobéir. On désobéit à l'Union européenne. Ça nous a rassemblé les 4 composantes de la NUPES pour les législatives. Maintenant, pour les européennes... On était d'accord pour dire qu'on ne mettait pas la même chose derrière le mot désobéir. Exactement. Très bien des discussions un peu lunaires qu'il y avait là-dessus, en disant on s'est mis d'accord sur le mot, on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord sur la définition. Ah, les gars. Mais non, parce que c'est important, parce qu'en réalité, quand on va dans le fond des sujets, comment on désobéit sur le marché de l'énergie? Comment on revient sur la question de la mise en concurrence? Comment on fait du protectionnisme avec des traités de libre-échange qui s'empilent les uns? Il y a plein de sujets. L'Europe de la défense. Voilà. Bon, plein de sujets sur lesquels on a des traditions politiques. Et vous votez pas de la même manière qui au sont Parlement. différentes. Européen. On vote pas de la même manière. On vote beaucoup de la même manière au Parlement européen. En réalité, on est très homogène par rapport au fait qu'on n'est pas toujours dans les mêmes groupes. Au niveau européen, les gens ne le savent pas forcément, mais voilà. En réalité, on vote de façon assez homogène. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait réussir à se mettre d'accord sur ces sujets-là si on en discute. Évidemment, si on reste sur des postures de principe où les uns les autres, parce que par opportunisme politique vis-à-vis de leur propre organe, etc., disent on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, c'est pas possible, bon, on n'avancera pas. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. Et par ailleurs, je pense qu'il faut le faire a fortiori, parce que si on dit on veut que la NUPES vive, et grosso modo, les mêmes qui disent les européennes peut-être pas, mais la NUPES doit vivre, y compris jusqu'en 2027, une candidature commune, ce serait bien. Est-ce que vous pensez sérieusement que quand on se présente à la présidentielle, les questions européennes ne surgissent pas dans un programme de gouvernement ou dans l'exercice du pouvoir? Enfin, je veux dire, c'est faux. Ça surgit en permanence. Notre attitude, si on gouverne ce pays vis-à-vis de l'Union européenne, c'est un sujet absolument majeur. Donc moi, je pense autant en discuter maintenant. Ce ne serait pas la première fois que la gauche arrive au pouvoir en n'étant pas tout à fait raccord sur tous les sujets non plus. Mais ne pas être d'accord et former un gouvernement avec des sensibilités différentes, c'est une chose. Ne partir avec des listes différentes, c'en est une autre. Usul. Il y a d'autres partenaires. Il y a eu un autre congrès, évidemment, c'est celui de la CGT, qui a vu donc du coup l'arrivée à sa tête de Sophie Binet. J'ai entendu sur France Info qu'apparemment Manuel Bompard aurait envoyé un petit texto pour dire bon, quand est-ce qu'on se voit, parce que ça a été compliqué avec Martinez, au point que du côté de Jean-Luc, ça soutenait plutôt Céline Verzelletti. Ça a essayé de pousser pour que la ligne non Martinez, les partis politiques se mêlent des congrès syndicaux, sans déconner. Mais enfin. Mais enfin. Mais il me semble que
Jean-Luc a dit ce qu'il pensait de la charte d'Amiens il n'y a pas très longtemps. Donc on fait quoi de tout ça? Et c'est quoi les relations? Est-ce que vous attendez beaucoup de cette nouvelle secrétaire générale de la CGT? Est-ce qu'elle sera plus commode? Je pense qu'il y avait un malentendu relativement profond quand même. D'ailleurs, c'était quoi ce malentendu? Franchement, je ne sais pas. Donc voilà, c'est des relations qui étaient devenues très compliquées et qui, franchement, dans un moment où on nous attend tellement sur la question de la réforme des retraites. C'est un handicap qu'on se mettait nous-mêmes, quoi. Donc le fait que Sophie Binet arrive à la tête de la CGT, pour nous c'est une bonne nouvelle. Moi je la connais pas personnellement, ça m'a l'air, y compris dans ses premières déclarations, d'être une femme déterminée. Et donc c'est une bonne nouvelle. Elle a remis les points sur les i en ce qui concerne notre autonomie d'action du côté du Parlement, de la stratégie parlementaire, de la stratégie politique et de l'autonomie qu'il souhaite avoir du côté syndical, mais elle l'a fait de manière tranquille, quoi. Et ça, je trouve que ça augure des bonnes relations. Elle a dit qu'elle voulait avoir des bonnes relations avec tous les partis politiques. Voilà, bon, on est dans cet état de lune de miel naissante et j'espère qu'on va réussir à se parler. L'état de grâce. En tout cas, sur la réforme des retraites, elle a dit son opposition de manière très claire sur une ligne qui nous convient parfaitement. Voilà. Il y a des gens dans le chat, excuse-moi, je précise, qui demandent c'est quoi la charte d'Amiens. Effectivement, la charte d'Amiens, c'est un cadre d'engagement des organisations syndicales qui postulent leur indépendance stricte vis-à-vis des partis politiques. En France, on ne mélange pas ceux qui présentent des candidats aux élections pour prendre le pouvoir et ceux qui ont vocation à représenter dans le monde du travail les revendications des salariés. C'est ça le principe de la charte d'Amiens qui fait l'objet de discussions et de débats, voire même parfois de remises en cause, notamment de la part de certains camps politiques, suivez mon regard, qui reposent la question de savoir est-ce qu'on ne peut pas réinventer d'autres mouvements sociaux, travailler différemment, réfléchir différemment. Oui, parce qu'il y a des pays dans lesquels... Oui, c'est très bien. Il y a des pays dans lesquels ça se passe tout à fait différemment, il faut le rappeler. Il y a des pays dans lesquels il y a un lien évident entre le syndicat et le parti transmet les aspirations du syndicat une fois qu'il est au pouvoir. Voilà, bon, c'est pas comme ça en France. Ouais. Ceci dit, vous en avez parlé tout à l'heure, il y a ce truc les syndicats ont quand même demandé, Berger et Martinez à l'époque, ils ont demandé de cesser l'obstruction au moment de... Et là, vous avez dit tout à l'heure, on n'a pas à recevoir d'ordre des syndicats non plus. Mais est-ce qu'à l'époque, ça n'aurait pas été un bon signal à envoyer au mouvement social? Bon, c'est trop tard, c'est fait. Oui. Mais est-ce qu'on va rester dans cette attitude de non, nous ne voulons pas suivre les recommandations des syndicats, même quand ils nous disent, là, ça nous arrangerait que vous fassiez comme ça? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mettre en place un cadre d'échange régulier. Ouais. C'est-à-dire que le problème des injonctions qui parfois nous arrivent par voie de presse, au lieu de se donner un rendez-vous et d'échanger, ça crispe un peu tout le monde, mais de tous côtés, je l'entends parfaitement. Donc là, en l'occurrence, moi, je pense que c'était la bonne stratégie, en réalité, et je pense que, y compris ce qui s'est passé ensuite au Sénat, nous a quand même donné partiellement raison. Donc voilà, il faut qu'on se réunisse plus régulièrement. Je trouve que ça n'aurait rien d'absurde d'échanger, y compris parce que, je vous l'ai dit... Un cadre pour le mouvement social, un parlement. On ferait pas une bonne vieille boucle WhatsApp? Nous, on est sur Telegram, mais... oui, et pourquoi pas des comités locaux aussi. Et voilà. Et en vrai, ça existe déjà au niveau local, dans certaines villes, dans plein de villes, même des comités contre la réforme des retraites, syndicats, assos, partis politiques. Quand on voit, par exemple, les menaces qui ont été faites à l'encontre de la LDH sur la question des libertés publiques, je trouve que des cadres communs, avec des associations aussi, ça aurait beaucoup de sens dans la période. Parce que faut réaliser l'adversité qu'on a en face de nous. Alors, à gauche, c'est très bien, on a la pureté de la réflexion, des nuances, on prend le temps de réfléchir, etc. Mais il faut se rendre compte des attaques là, qui sont portées et dans notre camp, contre notre camp au sens large, dans lequel je mets les syndicats et certaines associations. Sacha ? Vous parliez tout à l'heure d'une éventuelle candidature commune pour 2027. Comment c'est possible quand Jean-Luc Mélenchon écrit hier sur Twitter « François est prêt ». On a le tweet, je crois. Je pense. Ah oui, là, Comment c'est possible? J'ai besoin d'éclaircissement. Comment Jean-Luc Mélenchon peut choisir son successeur sur les bases d'un sondage? En plus, un sondage cluster, quoi. C'est un baiser de la mort, en fait. Et pour lui et pour vous...
Bah, je crois pas, non. Alors moi, je suis pas exégète de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas Mais ce là, qui se c'est ça passe dans qu'on sa veut tête. faire. Je ne l'ai pas croisé depuis. Comment? Là, c'est ça qu'on veut faire parce que j'essaie de comprendre. Bah parce oui, qu'après, mais c'est Ruffin un et ses exercice équipes ont dit, intéressant, mais dont ni vous ni moi, on est capable à Il y en a ce qui se stade. sont perdus. Hein. Ce que je lis là, c'est une analyse d'un sondage, une analyse du bashing médiatique qu'on fait quand même relativement régulièrement, mais qu'on sent en ce moment assez fortement. Et Jean-Luc qui dit qu'il y a 2 personnes, 2 porte-parole en l'occurrence, qui seraient capables de représenter notre camp et d'accéder au second tour. C'est François Ruffin et... Ah oui, non, oui, dans le Et tweet, lui. oui, pardon. Et lui-même. Dans Pas deux- Clémentine dans- Autain, non, dans 2 sondages cette semaine. Bon voilà, et après j'ai vu aussi la réaction de François Ruffin qui dit merci Jean-Luc. Mais il faut, mollo. il faut Quand une même. équipe, voilà. Et ben moi je suis relativement d'accord avec cette analyse à 4 ans de l'échéance. Je crois d'ailleurs quand même que on avait partiellement réussi à faire ça en 2022. On est un mouvement qui a fait des dizaines de meetings sans son candidat à l'élection présidentielle dans tout le pays, avec des gens franchement plus ou moins connus. Et je fais partie des moins connus. Ben, on avait quand même des centaines de personnes dans les salles. Et des gens qui venaient juste nous écouter sur le programme, etc. Donc, il y avait déjà cette ambition de faire une équipe. Et je pense que ça se renforce, y compris si on prend l'exigence de tenir la NUPES, etc., en 2027. Ça veut dire qu'il faut agréger des personnages qui, pour les gens, représentent des choses différentes, qui sont engagés, identifiés sur des thèmes complémentaires les uns des autres. Voilà. Et après, on le fait dans le cadre de la 5e. Donc, nécessairement, la question de la personnalisation, elle nous revient. La question du leadership à gauche, tout ça, Voilà. ça nous fait. Nous, nos choux gras, nous, les toutologues de plateau. J'ai vu un Gaieté 2027 popper dans le chat. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Je C'est pose pas prévu. celle-là. C'est pas prévu? Non. On en a vu d'autres nous dire ça. Non, je déconne. Qu'est-ce que je voulais dire? On va enchaîner, chers amis. On va continuer avec la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour le quiz à la con. Le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, vous allez jouer avec nous, Clémence Gaieté. C'est pas compliqué. 5 questions, 4 propositions de réponses. Vous réfléchissez, vous nous dites ce qui, selon vous, est la bonne réponse. Et vous, dans le chat, vous jouez en votant dans le sondage qui va être mis par les modérateurs dans le chat directement. Alors, première question de ce quiz à la con. En 2018, les électeurs de la ville de Yungar, au Pérou, ont eu le choix entre... Réponse A, Lénine et Hitler. Réponse B, Mussolini et Mao. Mussolini. Mussolini. Ah oui, avec un Réponse Z, c'est C, fait exprès. D'accord. Lénine Franco et avec Castro. Ah Ou réponse D, Staline et Pol Pot. Franco. Franco. et Castro. Bah, à la limite, ça fait plus péruvien déjà. Ouais, Franco moi et je Castro. trouve aussi, ouais. Staline et Pol Pot, c'est quand même un peu dur. Tu connais Max Chava, hein, Et il n'y avait pas de la musique avant dans le quiz à la con. Il n'y avait pas un petit bed sympa. Il n'y a jamais eu de bête. Si, une fois. il y a eu. Et j'étais là, ouais, c'est bien. Ah ouais, non, Cardel me Et- dit, on l'a mis une fois. Voilà. Et bah y a- c'est réclamé, a accord plus et à jamais écrit eu. sur le plateau, mais là ils sont Moi, je trouve que ça fout une petite ambiance, une petite pêche. Je suis fatigué un peu là. Tu me dis si tu te fais chier. Ah non, je suis fatigué. Bon, et tu penses un peu aux électeurs de Yungar au Pérou qui ont eu, donc c'est une histoire vraie. Enfin voilà, il y a parmi ces questions-là, il y en a une qui est bonne. D'après vous, lequel de ces duels a bien eu lieu dans les urnes dans cette très jolie ville du Pérou? Moi je dis C. Hein. Réponse C, Franco et Castro. Mais oui. C'est dur. Usul, t'en penses choisi là, quoi? par contre, pour le coup. Oui, oui, oui. Toi aussi, tu dis réponse C. Ouais, ça Sacha, semble- t'as l'air pensive. Et je voterai Castro. Je vais dire C aussi. Toi aussi, tu dis C. Oh Ouais, là là. bah, ça semble plus cohérent. Toi aussi, tu faut dis être C, clair. Franco et Castro. On est chiant à mourir ce soir. Oh là là. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ça dit réponse C aussi. Ah ouais, d'accord, donc personne n'est original. Eh ben, vous êtes tous trompés, bande de merde. Voilà, c'était la réponse A, figurez-vous. Et ouais. Énorme. Oui, Ah bon Lénine et C'est Hitler. Ah oui. Les électeurs, regardez, on a voilà, on a l'affiche, une vraie affiche, d'une vraie campagne électorale qui a vraiment Hitler, dit es Hitler, confianza. es confianza. Ils ont eu, donc c'est bien les électeurs de cette jolie ville, ils ont eu le choix entre Hitler Alba Sanchez et Lénine Vladimir Rodriguez, Valverde. Il s'agit des prénoms des 2 candidats à la mairie de Yungar, une ville de 3000 habitants dans les Andes au Pérou. Pour info, c'est Hitler qui a remporté l'élection et qui a déclaré, je cite, « Je suis le gentil Hitler ». Fin de citation. C'est une histoire vraie. Voilà. Ah ouais. Mais c'est souvent qu'il y a des trucs avec les noms. Je sais qu'il y a des communistes qui aiment bien présenter des Marx pour rigoler. On a eu les chasseurs là qui ont présenté une Sandrine Rousseau Ah oui. contre Sandrine Rousseau. Oui. Ah oui, c'est vrai. Et
Et ils se sont fait taper sur les doigts parce que, alors, en plus, je sais pas, elle avait pas fait les papiers ou je sais pas quoi, non, je sais plus. Et alors, malhonnête. il y avait une histoire hyper intéressante, mais pas très marrante comme ça. En Russie, le parti de Vladimir Poutine a une technique très fourbe pour empêcher ses opposants de gagner des élections au niveau local. Ah oui. C'est de présenter des homonymes aux opposants au niveau local. C'est-à-dire que quand on sait que l'opposant du coin s'appelle Monsieur Vladimirovitch, je sais pas quoi, ils vont chercher quelqu'un dans le bottin qui s'appelle aussi Vladimirovitch. Ils lui disent on te présente candidat, tu fermes ta gueule, t'as rien à dire, on te paye. Tu dis rien, tu fais pas campagne, mais le but c'est que les bulletins dans les bureaux de vote, les gens soient perdus et savent pas pour lequel il faut voter. C'est une technique hyper fourbe d'aller chercher des homonymes. Voilà, donc c'est pratiqué en Russie. Je savais pas que c'était aussi les chasseurs avaient fait ça. Avec Quelle classe. Ouais, c'est élégant. Ouais. Ils ont Deuxième changé de question. chef d'ailleurs. Ah non, c'est la FNSEA qui a changé de chef. Oui, ils ont changé de chef. Ce sera notre invité politique. Oui, Même c'est délire pour moi. On l'a pas encore prévu, mais ça pourrait être vachement intéressant ceci dit comme interview politique. Deuxième question de ce quiz à la con. Parmi ces termes en cratie, lequel existe vraiment? Première réponse. En crassie. L'azerticratie. Réponse B, la cacocratie. Réponse C, la démoncratie. Ou réponse D, la yolocratie. Parmi ces 4 termes, il y en a un qui existe vraiment. La yolocratie, c'est pas ce dans quoi on est actuellement, non? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Je sais plus qui j'ai vu tweeter que je crois que c'est un chercheur sur les trucs de police qui dit on est dans une démocratie policière. On est entre l'État policier et la démocratie, un truc un petit peu entre les deux. Les photos du Conseil constitutionnel avec ouais. sont assez terribles. Tu dis ah oui c'est ça. Il y a la Constitution avec le Conseil constitutionnel et puis que des flics. C'est la démocratie policière. Voilà. C'est un peu 1984. Hein. On vit dans une saucisse. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, quand même. Mais de plus en plus. Hein. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Cacocratie, moi je dis. Toi, tu dis cacocratie, la réponse B. Et donc, ça serait quoi? Je Faut crois que que je l'ai j'invente déjà lu. ensuite la définition. Le cacolac. Gym de merde. La cacocratie. La cacocratie, d'accord. Il y a un truc, hein, je crois que je l'ai déjà lu ou entendu. Ouais. Donc je vais jouer là ça. Caco, non, je sais pas, Caco, mais c'est le nom d'un. Caco. Je sais pas, Yago. Ouais, non, je sais pas. Antoine, t'en penses quoi, toi? Je reste sur la yolocratie pour le principe. Hein. La yolocratie, Ouais. c'est un principe. Toi, tu adhères, toi, tu soutiens, tu milites même. Complètement. Ouais, on peut le dire. Sacha, Cacocratie aussi. toi aussi, tu dis cacocratie, la réponse B? Clémence Guettet. J'aurais tendance à dire la B, mais je sais pas si c'est parce que je suis suiviste ou si j'ai vraiment un avis sur cette question. Je me dis c'est peut-être cacophonie quelque Bah ouais, chose, c'est ça. donc du coup ça a peut-être du sens. Azerticratie, j'y crois pas, yolocratie non plus, et démon, ça me semble trop la blague du moment, quoi. Le pouvoir au démon. Mm. Le démon de minuit. Qui ça? Le chat, ça a voté aussi réponse B. Eh bien, bravo, c'est la bonne réponse. Félicitations. Oui, c'est bien la cacocratie. Alors c'est quoi? Ouais, c'est quoi Le terme cacocratie ou Cacos, mauvais. kakistocratie, ça existe, c'est homonyme, vous le saurez. Ah, Ça incarne, à l'inverse de l'aristocratie, le pouvoir au plus mauvais, ou tout simplement un mauvais gouvernement. On n'est pas un peu dedans. Non, je t'ai cramé. Voilà, donc oui, la cacocratie, c'est le pouvoir au nul. Voilà, c'est l'inverse de l'aristocratie qui est censé être le pouvoir au meilleur, le meilleur étant. c'est les trucs où Définis t'as Olivier selon des- Dussopt, Sarah El Haïry, et voilà. Voilà, puisque ça vous a plu, troisième question de ce quiz à la con. Parmi ces termes en cratie, lequel existe vraiment? On repart sur un tour. Réponse A, non vraiment. Hein. Ah, vraiment? Réponse A, la chenilcratie. Réponse B, la paléocratie. Réponse C, la holacratie. Holacratie. Réponse D, la popolopopopocratie. Ah ouais, tu l'as chanté et tout. Ah bah c'était un peu Tu obligatoire. t'es donné, hein? Je l'ai répété. Ah, Hein. tu t'es donné. Je l'ai répété. Hein. C'est bien, c'est bien. Si ça se trouve, c'est la bonne réponse. Hein. Faites gaffe. Moi, je hein. dis holacratie. La holacratie. Ouais. Ouais, je vais dire comme toi. Holacratie. Quand on fait une hola. On vote comme ça, en hola. Ouais, ça sonne bien quand même. Non, mais ça doit être on sent une racine possible, quoi. Bah, Et je pense que la paléo aussi. chenilcratie, c'est la blague vis-à-vis de la holacratie. C'est quoi la blague? Chenille. Pas une hola, La une chenille qui on est redescend. marre. Ah, mais oui. On va pas au même mariage. Hein. Parce que Bien sûr. la chenille, je vois bien, mais non. Non, mais ok. si ça se Non, trouve, un c'est moi anniversaire. qui. Non, mais la paléocratie. Bah, moi, le Conseil vois- constitutionnel. C'est vrai. Non, ouais, hola. Moi, je vais dire chenilcratie parce qu'il a fait un truc avec chenille et hola. Il l'a pas fait par hasard. Paléo, Oui. c'est un autre truc. Et popolo popo, c'est un peu pareil. Donc, c'est soit chenilcratie, soit
holo. Je vais dire chenicratie, moi. Moi, je vote chenicratie. C'est mes déductions. La Popolo, c'est un peu les BDE qui votent comme ça dans leur soirée. C'est vraiment les soirées BDE. Bref. Ok, donc toi, tu dis la chenicratie, pour une raison que j'ai pas compris, mais je te fais confiance. Sacha, t'en penses quoi? Moi, je voulais dire paléocratie, mais Usul m'a grave refroidi. Je vais dire c'est holacratie. La holacratie, d'accord. Antoine? Pareil. Toi, tu dis holacratie. Clémence Guettet? J'ai dit, moi, c'est. Réponse C, la holacratie. Le chat vote réponse B à 55%. Eh bien, la bonne réponse, c'était la réponse C. Bravo, c'est bien la holacratie. Ouais. Eh ouais. Là, Plouf, mais j'ai pas pris le bon. Voilà. t'as mal plouffé. Ouais. La holacratie, ou parfois holocratie, qui semble étymologiquement plus correct, semble-t-il, est un mode de prise de décision et de gouvernance qui permet à une structure de s'auto-organiser comme une entité vivante. Chacune des parties prenantes participe à l'organisation sans faire appel à une hiérarchie ou à un organigramme traditionnel. J'ai rien compris. Ça me Pourras paraît nous l'envoyer super, par mail, s'il te plaît. Ah non, je l'ai relu 4 fois le truc quand j'ai préparé l'émission, je comprends toujours pas. Ça m'a l'air d'être un truc un peu new age. Je suis sûr qu'il y a des écolos qui font ça. On a créé une holacratie dans notre truc, voilà. Non violente. Non violente, voilà, on vote en secouant les mains. Non, j'ai rien compris, mais Et bienveillante. s'il y a des holacrates dans le chat, on vous embrasse. Expliquez-nous. J'ai rien compris. Ouais, ça a l'air anard, ça a l'air un peu chelou comme truc, mais bon. La saucissocratie. Permet à une structure de s'auto-organiser comme une entité vivante. Chacune des parties participe à l'organisation sans faire appel à une hiérarchie. Horizontalité, ça explique. Non, rien. Je comprends. Il va falloir régler ces questions-là avant le grand soir, hein, parce que c'est dès le lendemain matin qu'il faut gouverner. Enfin, après, vous voyez, c'est vous qui voyez. Ok. Bon. Quatrième question de ce quiz à la con. Lequel de ces bulletins trolls ne s'est pas retrouvé dans les urnes aux élections de 2022 ? Réponse A, Zidane. Réponse B, Louis de Funès. Réponse C, Coluche. Réponse D, Mylène Farmer. Il y a toujours des gens qui mettent des bulletins trolls dans les urnes, sauf que maintenant, grâce au smartphone, les gens qui font le dépouillement, ils peuvent nous les partager. Et du coup, c'est la bonne rigolade de l'histoire de dépouillement, parce qu'on a sur Twitter, on a sur Insta, on a des compiles. C'est bizarre de voter Louis de Funès. Et bah voilà. Là, il n'y a vraiment aucune Coluche, façon de tu vas- déterminer la bonne réponse en réalité. Coluche, tu peux voir un Connaître petit tous les peu, bureaux de vote, c'est un peu complexe. C'est Mais complexe, c'est un ouais. quiz à la con. Hein. On est vraiment sur un niveau, c'est pointu. Lequel de ces bulletins trolls ne s'est pas retrouvé? Donc il y en a 3 qui ont effectivement été dans des urnes. Il y en a un, non. Premier ou deuxième tour? toutes les élections confondues, donc présidentielles, législatives. Ah, ok. Ouais. Moi, je vais dire Mylène Farmer parce que même pour troller, les gens, ils pensent pas à des femmes. Oui. Ah. J'essaie de Pareil. trouver une logique dans le. Après, elle a une commu, hein. Mylène C'est Farmer, vrai, hein. c'est C'est vrai vrai. qu'elle a une copine. Énorme C'est vrai qu'elle a commune. une Je pense que la commune de copine fou, il reste qu'à voter pour elle. À la Bah, C'est elle vrai n'est pas de qu'elle- retour d'ailleurs, Mylène Farmer. Si. Est-ce qu'on la recevrait pas à Backseat Mylène Farmer, candidate de l'Union de la gauche. Eh. On en parle. Pour parler de la réforme des retraites. Parce qu'elle, apparemment, c'est son dernier spectacle. Hein. Ah ouais C'est son Ouais, ouais. dernier- On pourra plus la c'était voir ton- après. son dernier disque? Bah, sa dernière tournée, Non, je sais vais pas rater ça quand même. Ah voilà, Ouais, petites infos sur Mylène Farmer. Ouais, merci. Tu maîtrises, hein, Bon. Mylène Farmer, quand Comme même. ci, comme ça. Allez, toi qui maîtrise les chorés et tout. Allez. Ok, donc, moi, je sais pas, j'ai jamais eu de bulletin troll quand j'ai dépouillé, mais bon, les gens sont pas marrants dans mes bureaux de vote. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Antoine? Dire Zidane. Toi, tu dirais Zidane? Ouais. Les 3 autres, c'est vrai, mais personne n'a voté Zidane? Non, personne. Zidane, Non, quand même. Bon, Antoine. Ouais. Non, mais. À Marseille, tu connais pas Marseille? Non. Ok, d'accord. Donc toi, tu dirais réponse A, Zidane. Sacha, t'en penses quoi? Mylène Farmer. Toi, tu dis Mylène Farmer, réponse D. Clémence Guettet, on reste sur Mylène Farmer. Oui. Réponse D. Usul, t'en penses quoi? Louis de Funès, moi je vais dire. Ouais, tu c'est dis trop Louis. vieux. C'est vrai, un petit Coluche, ça fait sens parce qu'il y a le truc politique. Oui. Mais Louis de Ouais. Funès, ça fait pas du tout sens. Mais bon. Toi, tu dis Après, il y a réponse des B. vieux. Le chat vote aussi Mylène Farmer, réponse D, ouais, à 52% pour Mylène Farmer. Eh bien, personne n'a la bonne réponse, c'était la réponse C, Coluche. Ah ouais. Et Énorme. Ouais. Les 3 autres, c'est vrai. Étonnant. Zidane, c'était dans un bureau de vote de l'Essonne. Il y a tout le temps des. Il y a en vrai des. Il y a tout le temps des Zidane, il y en a bulletins tout le Zidane temps. dans toutes les Ouais, il y en a élections. tout le temps. À Lyon, on a la photo du bulletin qui a été glissé dans une urne, Louis Oh, de Funès. Ah non. Non, mais il y a quelqu'un qui s'est fait chier à faire un montage, C'est pas bien. plier la page Ouais, et la c'est mettre bien, dans, quoi. dans l'enveloppe. C'est c'est à ce niveau-là, on voter pour quoi. quelqu'un. Enfin, je veux dire, mais bon, ok, d'accord. Donc voilà. Donc Ils non, il y a bossent, pas eu de les gens, Coluche. hein, Mais quand il y a même, bien eu dans une Mylène ça, Farmer, visiblement. Par contre, j'ai pas l'information de où exactement. Qui que tu sois, toi qui as voté Mylène Farmer. Ok, mais pourquoi Donc voilà. Combien de Nicolas Sarkozy revient? Oh, il y en avait, ça je m'en souviens, c'était en 2017. Des bulletins Nicolas NS revient, Nicolas Sarkozy revient. À Nice notamment. 5e et dernière question de ce quiz à la con. Dans le Vaucluse. Attends, il y a des gens dans le chat qui disent qu'ils ont eux-mêmes voté pour Coluche.
Il y en a 2 au moins. Non. Vous voulez pas voter des trucs normaux? Regardez. Regardez comment on se retrouve là maintenant. Arrêtez vos conneries 2 secondes là. C'est pas la blague. On rigole pas avec ça. C'est vrai. J'ai voté pour Jean. Non, mais arrêtez. Non, mais peut-être. Bon, en tout cas, vous l'avez pas partagé sur Twitter, donc voilà, ça compte pas. C'est comme ça la démocratie. La holacratie. 5e question de ce quiz à la con. Dans le Vaucluse, à Châteauneuf-du-Pape, un arrêté municipal précise. Réponse A. L'obligation d'abattre un vampire avec une balle d'argent s'il se trouve sur le territoire de la commune. Réponse B. L'interdiction de vendre des remèdes à la lycanthropie. Et on peut savoir ce que c'est. Les remèdes à la lycanthropie, lycanthropie, c'est le fait de devenir un loup-garou. Donc voilà, un arrêté interdit, c'est une proposition, de vendre des remèdes à ça. Réponse C, pardon, l'obligation d'avertir la mairie dans le cas d'une zombification d'un proche. Ça peut arriver. On sait jamais, mais ça, faut appeler la mairie du coup. Oui. Réponse D, l'interdiction d'atterrir pour les soucoupes volantes. Ah oui. À Châteauneuf-du-Pape, ouais. Attends, Eh ben, t'es un alien, t'as du Châteauneuf-du-Pape. goût, tu vas à Châteauneuf-du-Pape. Enfin, je veux dire, ça se boit, ça. Je connais ça. Ça se garde un peu, ça. Voilà, donc parmi ces 4 propositions, laquelle est vraie? Un arrêté municipal. Moi, je dirais la B. Toi, tu dirais la B, l'interdiction de vendre des remèdes à la lycanthropie, donc qui est Ouais. le fait de devenir un loup-garou. Moi, je pense que fut un temps, c'était peut-être davantage une peur que. Oui, mais là, on parle de l'interdiction de guérir cette peur. Eh ben, Mais c'est peut-être un arrêté juste pris pour la personne qui aurait ouvert une boutique Oui, c'est de ça. remèdes. Ah, un charlatan local, Ouais. un professeur Raoul Ducoin. Pardon. Oh, ça va, on peut rigoler. L'obligation d'abattre un vampire avec une balle d'argent, ça fait sens. Hein. Pareil. Ouais, c'est conseillé, tu, c'est vrai. tu fais un vote au conseil municipal en disant c'est hyper important, si jamais il y en a un qui se pointe. Oui. Faudrait Prendre des essayer. mesures. Hein. C'est les vampires qui se tuent avec une balle d'argent? Ouais, balle d'argent, pieu dans le pieu cœur, dans le cœur. décapitation, je Ah sais ouais. plus le reste. Soleil? Soleil, gousse d'ail. On en apprend des choses. Hein. Mais c'est d'abord la pédagogie sur cette chaîne. Tu sais. Faites des dons, faites des dons. La science. La science. Bon, qu'est-ce que vous en Bon, pensez? moi, je vais dire la D parce qu'il y a des vrais zinzins des soucoupes. Il y a des vraies paniques collectives sur les soucoupes. Mais Il y a l'interdiction pu se passer un d'atterrir. truc, Hein? L'interdiction d'atterrir. Ouais, parce que autant qu'ils se mettent plus loin, il y a des champs, il y a des trucs, mais c'est vrai que dans la commune, on peut se dire ça peut être chiant. Quoi. Ah, Plus vous voyez, compliqué les pour balles se d'argent, garer. c'est pour les loups-garous. C'est pas pour les vampires. Oui, normalement, oui. Ça il me me semble. paraissait- Ah, il y a un débat. Mm. Ah, c'est pour les loups. Autant pour Ouais. moi. Oh, putain. Et le pieu dans le cœur pour les vampires. Oh, je suis en train- Voilà. Oh là là, désolé. Excusez-nous, les chasseurs de vampires. on s'est planté. Oh là là. Cool. Les fake news sur les plateaux, c'est insupportable. Du coup, toi, tu dis réponse D. Usul. Sacha, toi, Waouh. tu dis quoi? D aussi, je vais suivre. Tu dis aussi. Mais car vraiment, aujourd'hui. toi, tu- Suiveuse, Ah, ok. Très bien. suiviste. Antoine, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, j'étais la B depuis le départ. Toi, tu restes sur la B, Ouais. interdiction de vendre des remèdes aux loups-garous. Clémence Guettet, la politique locale, c'est important. Je vais partir. Cette bande de tarés. Je dis la B aussi, ouais. La réponse B aussi. Le chat, ça vote comment? Merde, j'ai raté le vote. Vous avez voté quoi, le chat? Je crois que ça votait Mentez D. pas sur le résultat du vote. Les gens, ils ont voté quoi dans le chat? C'est- D. Ok, la réponse D, visiblement. Il y en a qui mytho, je vous ai vu. On retient le pseudo. La réponse D, l'interdiction d'atterrir pour les soucoupes volantes. Et c'est la bonne réponse, bravo. Ah. Oui, effectivement. Depuis 1954, un arrêté interdit aux soucoupes volantes de survoler et de se poser sur le territoire de la commune de Châteauneuf-du-Pape. Les contrevenants se verront verbalisés par le garde champêtre, c'est précisé dans l'arrêté. Qui précise, leur engin sera confisqué et remis à la fourrière. L'arrêté n'a jamais été censuré, remis en question par un Il y a préfet. pas de ou un- raison. Mais il y a Mais forcément pourquoi une histoire à la Ouais, base. c'est quoi l'histoire Et il est derrière? donc officiellement toujours en vigueur. J'en ai pas la moindre foutre idée. Je ne sais pas pourquoi ce truc-là a été pris. 54, c'était pas les années de, Ah bah, c'est des la films guerre de Louis froide, de Funès, justement. À la soupe au chou? Non, La c'est soupe au plus chou. vieux, la C'est soupe au plus chou. vieux que ça encore? C'est plus jeune, enfin c'est plus récent, la soupe au C'est chou. plus récent? Oui. 54, Châteauneuf-du-Pape. J'ai pas la ref. Honnêtement, je sais pas. Pourtant, je suis un grand spécialiste des trucs débiles comme ça. Il y a aussi parfois des arrêtés municipaux trolls qui sont pris par des maires pour militer politiquement. Je me souviens notamment de l'anecdote d'un maire qui avait un problème. C'est vraiment une petite commune perdue au fin fond de nulle part. Le cimetière municipal qui n'avait pas bougé de ses 4 murs en pierre là, depuis le 19e siècle avait un vrai problème de place. Et les vieux de la commune ne pouvaient plus être enterrés dans le village et vraiment ça emmerdait les gens. Le maire se battait depuis des années pour essayer d'obtenir une extension du cimetière, sauf que le problème c'est que derrière le grillage c'était une zone militaire.
l'enfer, impossible d'y toucher, le bordel, personne il répondait même plus à ses courriers et tout. Et le maire a eu l'idée de prendre un arrêté municipal interdisant de mourir sur la commune. Et ben morale je me souviens de cette histoire. morale de l'histoire, presse quotidienne régionale, ça remonte sur France 3 Région, ça remonte au national. Le lendemain, il y a une réponse du ministre. Boum, il a eu l'obtention de. Mais donc là, par extension, qu'est-ce qui se passe avec cet arrêté? Peut-être une question de circulation, un truc. Non, j'en sais rien, je sais pas. Les livraisons, c'est chiant pour les livraisons s'ils se mettent sur ouais. les places, machin. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est comme les camions de poubelle qui rentrent plus dans la mairie de mon cul. Bien sûr. C'est une histoire vraie. Ah oui. Tout à fait. C'est la fin de ce quiz à la con. Chers amis, on va remercier Clémence Guettet d'être venue sur le plateau de Backseat. Merci sous vos applaudissements, Clémence Guettet. Députée insoumise donc du Val-de-Marne. Vacances parlementaires là pendant 15 jours. Oui. Période de vacances parlementaires. Vous allez pouvoir souffler ou ça va être l'occasion de bosser sur plein d'autres sujets que vous n'avez pas le temps de bosser le reste de l'année? Les deux. Les deux. Je vais prendre quelques jours pour Vous allez aller au ski parlementaire. pendant couper. les vacances. Non, je sais pas ce qui est. Je vais lire des bouquins, me reposer, couper mon téléphone, voilà, et préparer la rentrée. La Très deuxième. bonne idée. Et il y a d'excellentes études sur le site internet de la Fondation Jean Jaurès. Je dis ça.